Bien, bonsoir à tout le monde. Je remercie évidemment les gens qui nous ont permis de nous retrouver ce soir. Oui, c'est un exercice qui manque de modestie, de parler de soi comme sujet d'intervention. Mais je pense que la thématique qui a traversé votre année de travail, c'était la violence. La violence, c'est quelque chose que je connais, pour l'avoir pratiqué, j'y reviendrai dessus, pour l'avoir subi aussi. Et puis maintenant, je suis arrivé à un âge où ben justement on essaye de porter des réponses à certains types de violences, hein, des violences qu'on a vécues au Pays Basque. Je suis aujourd'hui un petit peu dans la mécanique de la résolution du conflit au Pays Basque. Et puis aussi la question de la prison, qui est un outil social qui est nôtre, et qui est extrêmement violent. Et je travaille avec d'autres gens, essayer de trouver d'autres modes de sanctions, hein, pas de peine. Je reviendrai aussi à la notion de peine et de sanction. C'est important, et ça c'est d'autant plus important que nous sommes dans une salle paroissiale, que je pense que parmi vous, il y a une grande partie de gens qui sont chrétiens, ou des gens qui ont la foi, et je vous expliquerai aussi pourquoi, en tant que chrétien, la question de la prison nous regarde au premier chef. Voilà. Donc... Pardon, est-ce qu'au fond vous entendez? Oui. Vous entendez? Bien. Donc, je suis... Alors, ne considérez pas ça comme une provocation de ma part. Je suis né basque, et je sais d'où je pars quand je suis en terre béarnaise. Je suis basque, j'ai pas fait exprès, hein, comme on dit. Je suis né de la rencontre d'un homme et d'une femme basque, et donc je ne suis que le fruit de ce hasard-là. Je suis de Saint-Étienne-Baïgoury, pour ceux qui connaissent, hein, parlons de Saint-Jean-Pied-de-Pont, et j'ai vécu jusqu'à l'âge de 15 ans une jeunesse paisible. Bon, là aussi, ça fait souvent sourire les gens quand je leur dis que mon père était gendarme, mon père était garde mobile exactement, et donc j'ai vécu en caserne, la caserne de la République, comme on dit, ce qui ne m'a pas empêché que ma langue maternelle soit le basque, hein, même si j'étais dans des casernes au Pays Basque, à Bayonne, ma langue maternelle était le basque, comme est la langue maternelle de mes enfants aujourd'hui, qui ont 6 et 9 ans. Donc c'est le basque. Et à l'âge de 15 ans, eh bien, j'ai été, comme un certain nombre de gens de ma génération, très touché par la question culturelle basque, la question de la réappropriation. Parce que si, comme beaucoup, et aussi de Béarnais, je suis né avec pour première langue la langue basque, celle que j'entendais à la maison, quand je suis rentré dans le système d'éducation nationale, eh bien, mon basque a fini par disparaître, en tout cas disparaître, à s'amoindrir, à perdre la qualité au bénéfice du français. Et donc je suis, comme beaucoup de gens de ma génération, à l'âge de 15 ans à peu près, on a eu une prise de conscience que notre langue, j'allais dire, était aussi importante que toute langue dans ce bas monde. Et c'était d'autant plus difficile pour moi que quand j'étais dans une association culturelle basque, qui s'appelait Mendegay, ce temps-là, je lisais des livres dans lesquels on disait la langue basque, langue pré-indo-européenne, plus ancienne encore que le latin, qui est notre langue mère, hein, pour les francophones, eh bien, cette langue était en train de disparaître. Alors que par ailleurs, on disait c'est un joyau de l'humanité. Bon. Et donc moi, en tant que jeune ado, je vivais ça déjà comme une frustration très mal. Et j'ai le souvenir qu'on avait droit 2 fois par an à faire la quête publique, hein, la préfecture autorisée à faire la quête publique sur la voie publique. Et j'étais devant la cathédrale de Bayonne avec d'autres personnes plus âgées que moi, et on faisait avec des troncs, on faisait la quête à la sortie des messes. Et en moi, il y avait une sorte de choc, c'est-à-dire, je lis pendant la semaine des livres dans lesquels on lit le basque, magnifique langue, etc. Et de l'autre côté, j'avais des gens qui, au sortir de la messe, me laissaient 5, 10 centimes, ouais, c'était les francs évidemment ce temps-là,
5-10 centimes. Et je trouvais cette réalité choquante. En tout cas, le jeune basque que j'étais était choqué par ça. Et puis, à l'âge de 17 ans, je suis rentré dans le monde du travail. Et j'ai travaillé dans une entreprise dont ceux qui ont les cheveux blancs doivent connaître. Je fabriquais des jocaris. Vous voyez ce fameux jeu de plage. J'étais dans l'entreprise qui s'appelait Chiquitoys, c'était en Angleterre. Et on fabriquait, maintenant c'est les Chinois qui fabriquaient, ça comme le reste. Et ce temps-là, donc on était en train de fabriquer donc les derniers jocaris, entre guillemets, made in France. Je suis rentré à 17 ans dans l'entreprise. J'avais eu mes études à Dax, j'étais affûteur, un métier, voilà, vous imaginez ce que c'est l'entretien des outils et des machines qui sont dans l'industrie du bois. Et donc à 17 ans, je suis rentré comme ouvrier. Et là aussi, j'ai vécu un événement assez extraordinaire. Encore il y a quelques semaines, j'ai été interviewé, on me dit quel a été le moment le plus important de votre vie. Alors j'ai dit, les 3 mois les plus importants de ma vie, c'est lorsque j'ai occupé l'entreprise en 1981. Pendant 3 mois, on a occupé notre entreprise Chiquitoys. Et j'ai vécu là la solidarité entre ce que l'abbé Pierre appelait les gens de peu. Et pour moi, ça a été les 3 mois les plus lumineux de ma vie. Voilà. J'étais avec des gens qui n'avaient d'autre que leur force de travail pour manger 3 fois par jour. J'étais avec eux et j'ai vécu donc un moment extraordinaire. Mais c'était une période, là aussi, vous allez voir de quoi je parle, c'était avant et après le 10 mai 81. Vous voyez un petit peu le genre là. Et il y avait un certain François Mitterrand qui, dans ses 110 propositions, avait axé 3 propositions sur la question basque. Création d'un département basque, là aussi, excusez-moi. Donc il avait promis ça, il avait promis aussi la légalisation de la langue basque, et puis il y avait une question sur la culture, la culture basque et autres. Et évidemment, M. Mitterrand, dès qu'il a été élu, renié ses engagements qui étaient pourtant écrits, et ce qui a fait que beaucoup de gens de ma génération ont passé le cap de l'action politique, culturelle, légale, à la violence. À la violence. Voilà. Mitterrand, pour les gens de ma génération, c'est quelqu'un qui a trahi sa parole. Et ceux qui connaissent un petit peu la culture basque savent, quand on dit itzaïtz, c'est edogizona itch, ça veut dire la parole, c'est la parole. Celui qui mange sa parole est gris, enfin, itch c'est sinistre, terne, voilà. C'est un homme qui a perdu de sa luminosité. Voilà. Et donc, dans notre culture, c'est très important, la parole donnée. Et Mitterrand nous avait donné une parole, et il a dévoré assez vite. Et la réaction qu'on a eue, des gens de ma génération, c'est de passer de la légalité, du combat légal, dans la rue, dans les urnes, etc., à l'illégalité. Et l'illégalité, c'est l'utilisation de la violence. C'est ce temps-là, vous connaissez évidemment l'organisation l'ETA, mais au Pays Basque français, au Pays Basque Nord, c'était l'organisation Iparretarak qui utilisait une forme de violence. Que les spécialistes, là aussi, c'est des termes qui peuvent choquer, j'entends, mais les spécialistes de violence, de terrorisme, disent Iparretarak utilisait une forme de violence de basse intensité. Dans notre existence, 40 ans de lutte, il y a eu des morts. Donc j'entends bien que les premiers concernés, les familles des victimes, des deux côtés, parce que chez nous aussi il y a eu des morts, j'entends bien qu'un spécialiste dise c'est de la violence de basse intensité, c'est pas audible, c'est pas entendable, parce qu'il y a eu des morts. Et donc nous avons réagi à ce que collectivement nous considérions comme une situation d'injustice, nous en tant que Basques, et on s'est retrouvés à utiliser la violence. La violence contre des biens immobiliers, privés ou publics, des symboles de ce qu'on considérait comme la répression. C'était une période des années 80 qui
qui était encore une période sur le plan international où on parlait encore de décolonisation, où il y avait des phénomènes comme ça sur le plan international qui étaient encore assez forts depuis les années 60. Et le Pays Basque était, là aussi, de façon plus importante au Pays Basque espagnol, hein, avec le TA, avec les suites du franquisme. En tout cas, c'était des périodes où il y avait encore cette dynamique anticoloniale, etc., etc. Et je fais partie de cette génération qui était engagée là-dedans. Voilà. On avait, j'allais dire, les qualités et les défauts de notre âge, de notre jeunesse. Je ne réunis absolument pas ce que j'ai pu poser comme acte dans les années 80. On était le fruit d'un contexte, national et international. Voilà. Je suis pour, évidemment, assumer les responsabilités à titre personnel des actes commis, des actes posés, mais j'attends, et c'est pareil sur la question de prison, qu'on prenne en compte aussi tous les maillons de la chaîne de responsabilité dans les actes qui sont posés, y compris dans les actes les plus graves qui sont liés au terrorisme ou des formes de violence de ce type-là. Donc, quand vous engagez là-dedans, dans la violence armée, vous savez qu'au bout du chemin, il n'y a que deux sorties possibles. C'est la mort ou la prison. La mort ou la prison. Il n'y a pas d'autre échappatoire. Et j'ai eu la chance, et je pèse mes mots quand je dis ça, j'ai eu la chance de ne connaître que la prison. Parce que j'ai eu effectivement des personnes qui n'étaient ni pires ni meilleures que moi, qui sont morts, qui, dans le cadre de leur engagement, sont morts. J'en ai qui ont été aussi paralysés à vie, dans le cadre de leur engagement. Et donc tout ça m'amène à dire que j'ai eu la chance, et je l'ai toujours, d'être vivant et en bonne santé. C'est pour ça que je vous dis, sans provocation, que je n'ai eu à connaître que la prison. La prison de façon durable, parce que je suis quand même resté 17 ans derrière les barreaux, et c'est vrai que passer un temps, une tranche de vie de ce type-là, dans une vie, une existence humaine, c'est quand même une belle part de temps, 17 ans. Alors je l'ai vécu en deux périodes. La première période, j'étais dans les prisons de la région, ici, Bayonne, Tarbes, Pau, et puis au bout de 2 ans et 10 mois, je me suis évadé d'ici, de la prison de Pau. C'était le 13 décembre 1986, une opération, pour la petite histoire, qui était inspirée d'un fait de la Seconde Guerre mondiale. C'était dans la prison de Montluc à Lyon. Les résistants qui s'étaient déguisés en gendarmes, et ils avaient frappé à la porte de la prison et en disant aux surveillants, on vient prendre telle ou telle personne pour les questionner à gendarmerie. Et donc ils avaient simulé une sortie escortée de résistants, de vrais résistants. Et évidemment, quand ils sont sortis de la prison, ils se sont échappés dans la nature. Donc ça nous a inspirés et on a fait la même chose, mais sauf que mes camarades d'organisation s'étaient déguisés en vrai faux GIGN. Et c'est comme ça qu'on a organisé donc ma sortie, ainsi que la sortie d'une militante qui était dans le quartier femme de la prison, qui malheureusement, elle, est décédée 6 mois après son évasion. Donc, première 2 ans et 10 mois avant l'évasion, je reste, bon, je ne suis pas très doué pour la liberté, sûrement, je suis resté que 6 mois après mon évasion dehors, et puis on m'a repris, et on m'a remis en prison, mais dans la région parisienne, évidemment. Et là, je me suis lancé sur une longue période intramuros, et je suis sorti à l'âge de 40 ans. Un poète avait dit « la vie commence à 40 ans », je le confirme, pour moi c'est vrai, la vie a commencé à 40 ans. Et depuis, ma vie n'a été qu'une succession de mains qui se sont présentées devant moi et que j'ai eu la chance, le privilège de voir. C'est le destin des uns et des autres, et on est, je pense que vous toutes et tous, vous pouvez aussi citer dans votre existence des gens qui ont été, en Afrique ils appellent ça les hommes destin. Quand je dis homme, il y a femme de destin aussi, hein, là-dessus il n'y a pas de doute. Mais des hommes destin, c'est-à-dire des gens qui ont la capacité à vous faire évoluer de façon considérable dans votre vie, ou qui vous ouvrent des portes dans votre destin. Et j'ai rencontré des gens comme ça.
Et le premier que j'ai rencontré au sortir de la prison, c'était à la Croix-Rouge française. C'était le président Gentilini, qui était un grand professeur de médecine, qui était un proche de Chirac, et qui un jour m'a reçu dans son bureau à 7 h du matin. Dans son bureau, c'était aux Champs-Élysées, à côté des Champs-Élysées, avenue Georges V. Il recevait des petites gens comme moi, des riens, et des ministres à 7 h du matin. Il recevait ce fameux professeur Gentilini. Et la première phrase qu'il m'a dite, en me saluant, il a dit je ne partage absolument pas vos convictions politiques, mais j'ai besoin de vous. Donc, c'était un homme qui était en capacité de dépasser, j'allais dire, les animosités d'origine politique, idéologique, comme vous voulez, pour dire, voilà, on peut faire chemin ensemble, vous pouvez apporter quelque chose à notre institution, à la Croix-Rouge française. J'ai travaillé donc pendant 3 ans et demi comme monsieur prison à la Croix-Rouge française à Paris. J'ai été amené à représenter l'institution au niveau national et organiser l'entrée des bénévoles, des professionnels de la Croix-Rouge française dans les 187 prisons de France et de Navarre. Et puis, au bout de 3 ans et demi, eh bien, j'ai été élu président de l'Observatoire international des prisons. L'Observatoire international des prisons, ce qu'on appelle l'OIP, c'était ce temps-là ce qu'on appelle l'instance qui était le contre-pouvoir du gouvernement en matière de politique carcérale. C'est l'organisme qui s'assure du respect des droits des personnes détenues et du respect de la dignité des personnes détenues. Il y a du boulot, hein, évidemment. Donc ce temps-là, il n'y avait que cet organisme. Depuis, il y a un élément qu'on avait porté et que j'avais personnellement porté, c'est-à-dire la création d'une structure indépendante des pouvoirs publics pour s'assurer que les droits étaient respectés dans les prisons, qui a été créé. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le contrôle général des lieux de privation de liberté, qui est dans la tête, vous avez aujourd'hui Madame Dominique Simoneau, mais qui ne prend pas simplement les questions liées à la prison, mais tous les lieux d'enfermement. Vous avez les lieux d'enfermement, vous avez les gendarmeries, dans le commissariat, dans les aéroports, vous avez tous les lieux dans les hôpitaux psychiatriques, vous avez des chambres fortes pour les personnes détenues, etc. Donc tous ces lieux, aujourd'hui, normalement, sont inspectés par le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Donc, pendant 5 ans, j'ai présidé aux destinées de l'OIP, et puis, au bout de ces années OIP, j'ai fait ce qu'on appelle une expérimentation sociale à la demande du gouvernement. Il y a un certain Martin Hirsch, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Martin Hirsch était avant président d'Emmaüs. Et il est sorti d'Emmaüs, hop, il est rentré en gouvernement. Et quand il est rentré en gouvernement, donc il m'a demandé de faire une expérimentation sociale sur plusieurs départements français, avec pour objectif de créer un outil qui permette aux prisonniers les plus pauvres de bénéficier de ce qu'on appelle un aménagement de peine. Un aménagement de peine, c'est la façon qu'ont les prisonniers de sortir de détention avant la date prévue, mais dans les meilleures conditions d'encadrement. C'est-à-dire, vous êtes toujours suivi par l'autorité publique, magistrat, conseiller d'insertion et de probation, mais c'est avec un travail, une formation professionnelle, ou des obligations de soins, etc. etc. C'est une façon, pour l'État, pour nous, pour la société, de s'assurer que la personne ne sort pas avec le système de ce qu'on appelle les sorties sèches, c'est-à-dire sans rien. Hein. Et on sait que la sortie sèche, c'est le boulevard pour la récidive. Hein. Et aujourd'hui, malheureusement, on est encore à 80% des sortants de prison, chaque jour, qui sont en sortie sèche. Hein. Donc c'est un véritable, j'allais dire, une question qui se pose. Et donc, mon boulot pendant 2 ans, ça a été de créer un outil, de faire un rapport. Alors j'ai fait un rapport que tout le monde a jugé très intéressant, très innovant, et je pense qu'il doit encore, comme beaucoup de rapports, bloquer une porte ou une armoire du ministère de la Justice. En tout cas, il n'y a pas eu de suite qui ont été données à ce travail, mais le travail a été fait. Et puis après ça, bien, j'ai été rappelé par mon pays, le Pays Basque, et parce qu'il y avait la préparation de ce qu'on appelle depuis maintenant 14 ans le processus de paix qui a été engagé. Hein. C'est-à-dire que la société basque a demandé à l'ETA d'arrêter l'usage de la violence, pour X raisons. Et donc l'ETA a accepté de rendre les armes, de prononcer son autodissolution,
Et depuis maintenant un peu plus de 14 ans, eh bien, on est en train d'alimenter ce qu'on appelle le processus de paix. Donc j'étais au départ de ce mouvement vertueux. J'ai fait partie du trio qui a eu pour responsabilité d'ouvrir la voie avec le gouvernement français sur la question du processus de paix au Pays Basque. C'est un processus qui est loin d'être arrivé à son terme. D'ailleurs, est-ce qu'un processus de paix arrive à un terme? Qu'est-ce que c'est la paix? Là aussi, c'est des questions philosophiques, spirituelles, pour lesquelles on pourrait parler encore des heures et des heures. Et donc, j'ai été aussi dans ce cadre-là, j'ai créé un outil qui s'appelle Arela. Arela, ça veut dire l'accueil en basque. C'est une structure qui s'occupe de l'accueil des prisonniers et des réfugiés basques dans le cadre du processus de paix. Il y a des gens qui ont vécu des décennies derrière les barreaux, des décennies en Afrique, en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Donc ces gens-là, dans le cadre du processus de paix, reviennent au pays. Et évidemment, il faut organiser leur retour, qu'ils aient la possibilité de vivre dans la dignité, le retour au pays. Donc j'ai créé cet outil au service de la dignité pour ces personnes-là. Et puis, ce passage qui a quand même duré 6 ans, bien, dans le cadre de ce travail-là, j'ai eu des rencontres avec une certaine Madame Christiane Taubira, qui était garde des Sceaux. Et un jour, dans une réunion, en fin de réunion, elle me dit, parce qu'évidemment elle me connaissait pour mes activités à l'OIP, tout ça, elle me dit, j'ai 2 soucis, moi, au niveau national, pour les mineurs incarcérés. J'ai rien sur Paris, j'ai rien sur la région marseillaise pour accueillir ces jeunes qui sont passés par la case prison. Aucun sas leur permettant, j'allais dire, de se relancer dans la vie. Et puis, il n'y a rien pour les femmes, rien. Aucune structure d'accueil pour les femmes qui sont passées par la case prison. Je suis parti de son bureau avec cette information, et quelques mois après, j'étais à la communauté Emmaüs de Tarnos. Peut-être certains d'entre vous connaissent, c'est une structure, un peu moins de 60 compagnons, une structure qui a plus de 40 ans d'existence. Et le responsable de la communauté que je rencontre me dit « Ah, Gabi, les missions africaines à côté vendent leurs propriétés. » J'ai dit, alors là, j'ai l'information qui a touché un fil qui était encore tout frais de la rencontre que j'avais avec Taubira. J'ai dit, Banco, ce lieu, on doit le récupérer, Emmaüs doit le récupérer, et on lance un projet au bénéfice exclusif de femmes détenues. Alors évidemment, l'idée est intéressante, mais après c'est une question de moyens, parce qu'évidemment acheter cette propriété, c'était plusieurs centaines de milliers d'euros. Je le disais avant de rentrer à la réunion, c'est une chose qui est à dire, parce que parfois on a tendance à désespérer du genre humain. Quand vous voyez l'actualité au quotidien, on a mille une raisons de baisser les bras. Et je vais vous donner une petite information qui est quand même source d'inspiration. Quand on a toqué à la porte des missions africaines, donc qui ont leur maison mère à Lyon, on a dit, voilà, nous on vous propose de racheter le bien, Baudonne, un lieu mythique, pour ceux qui connaissent un petit peu les Landes, le Pays Basque. Beaucoup de missionnaires ont été formés là, mais aussi beaucoup d'actes de catéchèse touchant des centaines, des milliers d'enfants du Pays Basque, des Landes, du Béarn, ont passé des séjours merveilleux là-dedans. C'est vraiment un lieu de vie. Et donc, Emmaüs, au nom d'Emmaüs, j'ai commencé à négocier le rachat de ces lieux. Et pour être extrêmement transparent, on l'a acheté un peu moins de 900 000 €. Une maison qui a un peu plus de 1000 mètres carrés, 7 hectares de forêt et 3 hectares de terre agricole. Et où est l'information, j'allais dire, réjouissante, c'est que ces mêmes missionnaires ont refusé un chèque de 2 millions, vous entendez bien, 2 millions de promoteurs, vous imaginez, et les missionnaires ont dit non, non, nous on veut, dans la continuité de ce qu'on a fait ici depuis un siècle, en tant que chrétiens, on veut un projet social. Et donc ils ont dégagé un chèque de 2 millions pour accepter la proposition d'achat que j'ai présentée d'un peu moins de 900 000 €. Donc voilà, il faut dire qu'il y a encore
des humains, des institutions qui sont capables de ça. Hein. Donc je pense que vous appréciez à sa juste valeur ce geste important des missions africaines. Alors, Baudonne, ça ne m'était pas totalement inconnu, hein, parce que l'homme le plus important dans ma vie, qui est décédé il y a 6 ans maintenant, ce n'était pas mon père, c'était son frère. Et son frère, j'ai son prénom, Gabi, j'ai son nom, Moueska, et Gabi Moueska était missionnaire aux missions africaines. Et quand il est décédé, il y a 6 ans, vous savez, quand les religieux ou les religieuses décèdent, leur congrégation envoie à Rome, aux archives, une note sur laquelle est résumée la vie spirituelle, la vie religieuse de la personne qui vient de décéder. Et dans les missions africaines, m'ont envoyé ce A4, recto verso, qui faisait le récit de la vie de mon oncle. Et c'est en lisant ce document que j'ai appris qu'il y a 30 ans de ça, de Lyon, ils avaient envoyé un courrier à mon oncle en disant on te propose de revenir en Europe, en France, et d'être directeur de Baudonne. Et mon oncle, il a refusé, il a dit non, non, je suis là pour évangéliser, laissez-moi en Côte d'Ivoire. Il est resté effectivement 36 ans en Côte d'Ivoire. Et quelques décennies après, c'est notre Gabi Moueska qui est directeur de Baudonne, mais c'est moi. Donc il y avait quand même quelque part un signe derrière tout ça. Voilà. Et derrière mon bureau, tous les jours, j'ai une valise de fer blanc, qui est la valise que j'ai récupérée dans la chambre de mon oncle après son décès, qui était la valise que j'ai vue toute ma jeunesse quand il revenait tous les 3 ans pour les vacances. Il revenait avec cette valise de fer blanc, et j'ai toujours l'étiquette de son dernier village où il était missionnaire, qui s'appelait Azaguier, en Côte d'Ivoire. Et quand j'étais enfant, j'ai vu des choses extraordinaires sortir. Je me rappelle, comme c'était hier, j'ai vu une queue d'éléphant. Bon, ça ressemble à un balai. Mais quand vous êtes au Pays Basque et que vous voyez quelqu'un qui vous dit c'est une queue d'éléphant, vous trouvez ça bien extraordinaire. C'était il y a une 50aine d'années. J'ai vu aussi une noix de coco. Alors aujourd'hui, vous avez dans toutes les étals des noix de coco à vil prix. Mais à ce temps-là, c'était vraiment quelque chose de ultra exotique. Et puis, il y avait tous les récits de missionnaires, ce qu'ils faisaient. Alors, évidemment, hein, ça c'était ma jeunesse. Aujourd'hui, je sais aussi ce que l'Église a eu comme responsabilité en Afrique et ailleurs. Hein. Je me souviens de mon oncle qui me disait, quand tous les 3 ans on revenait en France, on était rencontrés par des responsables, on avait des réunions avec les missionnaires et des responsables du ministère des Affaires étrangères, où on venait nous dire, bon, vous êtes missionnaire dans tel territoire, Côte d'Ivoire, etc. Quels sont les rapports de force territoriaux? Quels sont les leaders en devenir? Donc il y avait une relation aussi entre l'Église de France, représentée par ces missionnaires, et puis la politique. Hein, et puis la France-Afrique se maintenait aussi avec ce type de rapport. Donc, permettez à l'adulte que je suis aujourd'hui de dire aussi que la présence de l'Église dans ces contrées pendant longtemps n'a pas été qu'une histoire qui était comme un long fleuve tranquille, loin s'en faut. Je pense que une grande partie d'entre vous partagent évidemment cet avis-là. Bref, mon oncle est décédé, donc j'apprends qu'il aurait dû être directeur de Baudonne et que c'est moi aujourd'hui qui suis. Et puis on avait une chapelle à Baudonne, une chapelle qui était le lieu pour les paroissiens locaux de faire des messes. Alors, il y avait peu de gens évidemment qui venaient, mais à un moment s'est posé la question de la désacralisation de la messe, de cette église-là. Et donc il y a un archevêque qui est venu, il se trouve qu'il est basque. Les gens croient qu'il n'y a que le cardinal feu, le cardinal Tchegaray, mais on a un archevêque des missions africaines aujourd'hui qui est toujours en activité, qui était l'archevêque de Niamey en Afrique et qui a été condamné à mort par Boko Haram, le mouvement islamiste, et donc il est revenu pour être protégé, il est revenu sur Lyon, et c'est avec lui qu'on a été amené à négocier le rachat de cette belle propriété et qui est venu désacraliser ce lieu.
Alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà assisté à la désacralisation d'un lieu, c'est quelque chose de très particulier, et Michel, l'archevêque, m'a dit, mais il n'y a pas de rite, l'Église n'a pas de rite de désacralisation. C'est un petit peu logique, hein, quand on est, j'allais dire, une Église qui a volonté d'évangéliser, on n'imagine pas qu'elle organise, j'allais dire, son retrait, hein, de désacraliser. Et donc, il n'y a pas de texte qui organise la désacralisation de lieux. Il a dit, j'ai même cherché sur Internet, et j'ai rien trouvé. Et donc, il a fait une cérémonie qu'il a imaginée, et le dernier élément, ça a été qu'il y avait une nappe sur l'autel, il a replié, religieusement, c'est le mot, il a replié, et puis il est allé voir la paroissienne la plus ancienne qui était devant lui, qui était une dame très 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 âgée, et il lui a offert en signe de fermer le pan. Voilà. Ce lieu n'est plus un lieu de culte. Or, ce n'est pas écrit dans notre contrat, mais Michel Cartategui, hein, c'est lui l'archevêque, Cartategui nous a dit à Emmaüs, on n'a qu'une chose à vous demander, parce que ça, par contre, ils ne l'ont pas vendu. Ils ont offert ce lieu à Emmaüs, au mouvement Emmaüs. Il a dit, on vous demande qu'une chose, respectez quand même l'esprit du lieu. Sous-entendu, ne faites pas une boîte de nuit ou je ne sais quoi dans ce lieu-là. Hein. Un lieu qui a été un lieu sacré, qui a été une église. Donc, je vous rassure, pour l'instant, il n'y a pas de boîte de nuit dans ce lieu. Et il n'y en aura pas. Et donc voilà un petit peu pour ce qui était l'engagement d'Emmaüs pour récupérer ce bien. Et ce bien, aujourd'hui, il est occupé par 12 femmes détenues. C'est un lieu qui est unique en France. On fait du maraîchage biologique sur les 3 hectares de terre que l'on a rachetés. Et mes salariés sont des femmes détenues. Des femmes qui sont toujours sous main de justice. Et alors quand les gens ne comprennent pas sous main de justice, qu'est-ce que c'est, j'ai dit, pour que les choses soient claires, eh bien, une de ces femmes sort de notre territoire sans mon autorisation, c'est une évasion. C'est une évasion. D'ailleurs, une femme l'an dernier s'est évadée, elle est sortie du territoire, s'est échappée, donc j'ai dû mettre une procédure d'alerte du procureur de la République de Dax, la gendarmerie de Tarnos, etc. Elle a été rappelée, elle a été retrouvée, recondamnée à la prison, etc. Et elle se trouve encore aujourd'hui en prison. Donc ce sont vraiment des femmes qui sont détenues sous notre responsabilité. Mais elles sont dans un lieu où il n'y a pas de barreau, où il n'y a pas de mirador, où la chose qui est importante, c'est la confiance. Ce soir, il y a une dame qui arrive, une nouvelle, et je la recevrai demain matin, et je lui dirai la même chose que j'ai dit à toutes les femmes que j'accueille. On se tutoie. Hein. Là-bas, à Emmaüs, tout le monde se tutoie naturellement. Et les femmes détenues aussi, je les tutoie et elles me tutoient. Je leur dis, ici, c'est la confiance. Je te fais confiance. Alors évidemment, la confiance n'empêche pas ce qu'on appelle le contrôle aussi. Hein. Vous êtes d'accord là-dessus? C'est-à-dire qu'il y a un règlement intérieur de la maison, de fonctionnement, mais il y a aussi les ordonnances, les juges d'application des peines qui nous adressent ces personnes-là, de toutes les prisons de France où il y a des quartiers femmes. Et donc, d'abord la confiance, et puis après il y a ça. Alors, je vous le dis sans embâge, toutes les femmes, on en a eu 25 depuis 2 ans et 3 mois qu'on a ouvert les portes, toutes, à un niveau ou l'autre, ont trahi cette confiance. Toutes. Y compris certaines de façon grave. Mais c'est comme vous. Dans votre vie, vous avez des amis, des relations qui, à un moment ou l'autre, vous trahissent. C'est pas parce qu'on vous a trahi une fois ou une personne sur votre réseau d'amitié que vous faites une croix sur la notion de confiance. Mais nous, c'est pareil. Elles peuvent avoir trahi cette confiance, il n'empêche qu'on continue à nourrir cette logique vertueuse de la confiance. Les femmes que l'on accueille, sur les 12 actuelles, demain matin une nouvelle, elles ont 2 points communs. Elles sont toutes issues de la grande pauvreté. J'ai pas de filles d'avocats, j'ai pas de filles de commerçants, c'est toutes issues de la grande pauvreté. Et deuxième élément,
une grande partie d'entre elles sont issues aussi de l'histoire coloniale de notre pays. J'ai des Guadeloupéennes, j'ai des Guyanaises. Les Guyanaises sont surreprésentées dans les prisons françaises. Elles sont ce qu'on appelle les mules, hein, les femmes qui transportent de la drogue. J'en ai beaucoup. Issues de la grande pauvreté, des femmes qui ont 4, 5 enfants, à qui on a fait briller la possibilité d'avoir quelques milliers d'euros. En moyenne, c'est entre 4 et 5 000 euros qu'elles auraient gagnés. Donc, j'ai dit, c'est relativement peu, entre guillemets, par rapport aux dizaines, voire centaines de milliers d'euros qu'elles portaient sur elles. Et elles ont été attrapées. Et ces femmes-là sont chez nous. Et certaines d'entre elles ne peuvent plus retourner en Guyane parce que leur vie serait en danger, parce que ce ne sont pas des délinquantes, et que lorsqu'elles se font arrêter à l'aéroport Charles de Gaulle, eh bien lorsqu'un fonctionnaire de la police leur dit qui t'a donné ça, où c'était, comment c'était, elles ne sont pas délinquantes, elles disent tout, les gens qui leur ont fourni, et forcément les gens qui ont eu des conséquences de cette information donnée à l'autorité policière, eh bien ces gens-là ne vont pas pardonner à ces Guyanaises. Et donc, pour les protéger, l'autorité publique nous les confie et charge à nous de leur retrouver une place dans la société française. Voilà, aujourd'hui, 4 femmes guyanaises qui sont sorties de notre dispositif, qui sont en France, qui refont leur vie, des femmes qui sont en train d'acquérir les codes de la société française, hein, parce qu'évidemment, pendant longtemps, les premiers mois, il y avait une surreprésentation des Guyanaises, et elles parlaient en taki-taki, hein, c'est leur langue. Et les gens, quand je leur disais, il y a 2 langues officielles dans cette maison, alors forcément les journalistes connaissaient un petit peu mon parcours, disaient, ah oui, c'est le basque et le... Non, 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 non. Ici c'est le français et le taki-taki. Voilà. Et tout un temps, on avait instauré le fait que tous les mercredis, après le repas, après le déjeuner, il y avait, on devait apprendre 2 mots de taki-taki par semaine. Alors, on a pris quelques-uns, puis on a laissé tomber, parce que l'affaire était un petit peu compliquée. Mais tout ça pour vous dire que les personnes que l'on accueille sont véritablement des personnes issues de la grande pauvreté. Alors, je ne souhaite pas, évidemment, que les enfants de riches aient à connaître la prison, hein, parce que, je l'ai dit encore récemment, quand j'étais ouvrier, j'ai fait référence à ces 3 mois d'occupation. Le directeur de l'établissement, le patron, monsieur Banquier, Pierre Banquier, dont le frère était président de la chambre de commerce de Bayonne, ce monsieur a été incarcéré pendant 10 mois. Quand j'ai été un grand patron, 10 mois de prison. Quand j'étais ouvrier et qu'on nous a annoncé ça, quand la radio nous a annoncé ça, évidemment, j'étais tout jeune, j'avais une vingtaine d'années, je bondissais, j'étais heureux. Je dois vous dire aujourd'hui que ça fait partie aujourd'hui de mes grands regrets dans ma vie d'avoir contribué à envoyer un homme en prison. Et je pense, à l'occurrence, à cet homme, à ce personnage qui était un antisocial, hein, parce qu'il y avait une politique patronale très, très dure à notre égard, etc. Et cet homme a été mis en prison l'après-midi d'une journée qui avait mal commencé pour lui, parce qu'une partie de sa maison avait été détruite par une bombe. L'organisation à laquelle j'adhérais avait fait un attentat contre la maison de ce patron. Il y a pratiquement plus de 2 mois qu'on l'occupait, que rien n'avançait, qu'on apportait les preuves de toutes les actions antisociales de ce monsieur, et évidemment il était protégé. Et puis un attentat est posé contre sa maison personnelle, et l'autorité a considéré que pour le protéger, il avait mis en prison. Une petite anecdote. On était une partie des salariés en grève, et une petite partie n'était pas en grève. C'était les plus âgés d'entre nous, ceux qui avaient la retraite qui approchait et pour lesquels, évidemment, il était difficile de se mettre en grève parce qu'eux, ils avaient des trimestres à assurer pour avoir une petite retraite. Et parmi ces gens-là, il y avait un vieux monsieur, édenté, un béret, c'était un réfugié de 36. Je travaillais depuis des mois avec lui,
je ne le voyais jamais sourire, ce monsieur. Il avait qu'une mobilette, une vieille mobilette. Une vie consacrée au travail, et il n'avait qu'une mobilette à la fin de sa vie. Vraiment, le laborieux. Et ce jour-là, évidemment, on avait fait la une de l'actualité sur le plan local, et même au niveau national, ils avaient parlé, parce qu'il y avait eu un attentat contre ce patron. Et ce monsieur, je le vois comme si c'était hier. Il est descendu la route qu'il prenait tous les matins pour entrer dans l'entreprise, et rentrer dans la cour d'honneur de l'entreprise. Et il m'a vu, et il m'a souri. C'est la première fois que je le voyais sourire. Alors je ne légitime pas, hein, évidemment, l'utilisation de la violence. Je rappelle, il y avait un contexte particulier, et bon, malheureusement, là aussi, c'est le mauvais exemple. Hein, l'autorité a bougé lorsqu'il y a eu utilisation de la violence. Mais je me suis dit ce jour-là, cet homme, ce besogneux, qui a une vie de labeur uniquement consacrée, j'allais dire assurée à le repas 3 fois par jour à sa famille et à lui-même, eh bien, dans cette bombe-là, dans cette réaction qu'il y avait eu, il avait trouvé une forme de réconfort. J'allais presque dire un sursaut de dignité lui avait été donné par cet acte dit de terrorisme. Voilà. C'est ce souvenir qui restera ad vitam aeternam ancré dans ma mémoire. Voilà. Après, je reviens à la question de Baudonne, de ces femmes-là qui sont accueillies. Elles font du maraîchage bio, elles finissent leur peine chez nous. L'objectif, évidemment, c'est que plutôt que de passer 22 heures sur 24 dans 9 mètres carrés, elles les passent à travailler chez nous, dans un lieu où on les respecte, où on leur fait confiance, où on ne les juge pas. Le travail du jugement a été déjà fait par des professionnels, par des magistrats, c'est derrière. Nous, on est là pour les inviter à construire leur devenir, voilà, et leur devenir de femmes. Une chose qui est importante à dire, et ce n'est pas Gabi Mouesca qui le dit, c'est aujourd'hui des travaux universitaires, pas simplement français, mais en particulier de tous les pays européens. Les femmes qui sont en prison sont responsables des actes qu'elles posent. Pas toutes d'ailleurs, hein, parce que certaines d'entre elles ont des problèmes psychiatriques qui font qu'elles ne peuvent pas être considérées comme totalement responsables, même si la justice est passée par là et elle leur a nié cette notion d'irresponsabilité. Mais c'est une autre question. Elles sont responsables des actes qu'ils ont amenés en prison. Mais le coupable, entendez bien, le coupable, c'est un homme. C'est toujours un homme. Je vous parlais de ces femmes qui ont été mules. C'est toujours vrai pour elles. Les questions aussi qu'il y a, j'ai actuellement 3 dames qui sont des affaires d'infanticide. Mais même ces femmes-là, c'est des hommes derrière. C'est des hommes qui leur ont reproché d'avoir donné naissance à des enfants, des histoires terribles. C'est toujours un homme, le coupable, et qui n'est pas toujours considéré comme coupable. C'est elles qui font la prison. Voilà. Et nous avons fait un choix, il y a 1 an de ça, un choix très important, qui était d'ouvrir notre établissement à des femmes non encore jugées, mais des femmes pour lesquelles des magistrats, écoutez bien, des magistrats français considèrent aujourd'hui que ces femmes, leur place n'est pas derrière les barreaux. Certes, elles ont posé un acte grave, en particulier avoir éliminé des conjoints ou des compagnons ultra-violents. Il y a des magistrats aujourd'hui qui considèrent que ces femmes-là n'ont rien à faire en prison. Et j'use, certains diront j'abuse de la liberté que j'ai d'être membre du mouvement Emmaüs pour oser le pas de côté. Je sais, et un certain nombre de gens savent, y compris des magistrats, que dans 5 ans, ou dans 10 ans, ou dans 30 ans, le législateur va reconnaître que certaines femmes sont à l'état de légitime défense. Et qu'on ne peut pas accepter de mettre ces femmes derrière les barreaux. Alors, quelqu'un qui a tué, effectivement, il faut prononcer le fait qu'il
il y a eu un passage, j'allais dire, de l'interdit. Ôter la vie humaine, ce n'est pas quelque chose qui est admissible. Par contre, la rétribution de cet acte important, grave, peut être traitée par un autre traitement que la mise en détention. Et ce que nous proposons, c'est que ces personnes nous soient confiées. Et actuellement, nous avons, dans ce cas-là, une personne qui est en attente de jugement et qui nous a été confiée par un magistrat instructeur le temps que cette personne voit son instruction se dérouler, et jusqu'au jour où elle sera jugée, elle sera dans nos murs. Et c'est pour nous une question de grande fierté de pouvoir accueillir, en sachant que la loi consacrera, je ne sais pas quand, 5 ans, 10 ans, 30 ans, consacrera le fait que ces femmes se trouvent en situation de légitime défense. On a une femme, par exemple, qui vient d'un pays qui n'est pas français, qui n'est pas européen, qui est en prison pour des faits liés à la drogue, et les services français savent que si elle retourne dans son pays, elle se fait exécuter par la mafia. Un magistrat, et là, je le dis aussi de façon tout à fait reconnaissance à cet homme, a dépassé l'interdiction qu'avait cette femme prononcée par des confrères, d'interdiction de rester dans le territoire. Ce magistrat a pris la responsabilité de dépasser ce prononcé de jugement pour nous l'adresser. Et elle est aujourd'hui dans notre maison. Elle a un contrat de travail sans avoir les papiers français ni européens, mais uniquement parce qu'un magistrat a pris la responsabilité de confier cette femme qui, si elle retourne, si on applique les textes, est condamnée à mourir dans son pays. Voilà. Et nous avons à Emmaüs la possibilité, la chance, le privilège de pouvoir ne pas nous poser de questions. Quand il y a des gens qui sont en danger, notre réaction, je n'ai pas mis 10 secondes à dire oui à ce magistrat parisien. Je dis, envoyez-nous là. Autre cas, une madame qui est une dame qui est guadeloupéenne, d'ailleurs, que vous avez peut-être entendu sur les ondes de France Culture, il y a quelques jours de ça. Cette dame, des faits aussi, elle illumine un homme qui est maltraitant, reçoit il y a quelques mois un coup de téléphone de sa fille. Sa fille qui était mineure quand elle a été incarcérée, sa fille qui s'est retrouvée à la rue, mineure, en Guadeloupe. Elle est passée de la rue en Guadeloupe à la rue à Paris. Et à Paris, elle se fait attraper par un sale type. J'ai pas d'autre mot, un sale type. Et cette maman qui est sous ma responsabilité, il y a quelques mois, me dit je viens d'avoir ma fille. Elle me dit je viens d'acheter une arme. Et la maman qui dit elle va faire comme moi. Elle va faire la même chose que moi. Et donc je dis à la maman, je dis tu lui téléphones, tu dis prends tes affaires, descends à Tarnos. Elle est descendue, et évidemment, elle nous a expliqué la situation dramatique dans laquelle elle se trouvait, elle était à bout, etc. Je suis allé voir le directeur de la communauté Emmaüs d'à côté, qui évidemment, comme toutes les communautés, sont archi pleines. Hein. Il faut savoir que toutes les communautés de France d'Emmaüs, c'est en moyenne 5 appels par jour de gens qui toquent à la porte en disant un lit, je veux manger, je veux un lit. 5 personnes par jour par communauté en moyenne. Et là, je vais voir le responsable de la communauté, je dis, il me faut une chambre. Voilà, situation. Là, pareil, le responsable, il n'a pas hésité 10 secondes. Il dit, je vais pousser le mur. On est plein, mais je vais trouver un lieu. Et il a trouvé un lieu, et cette dame, donc cette jeune femme, qui a moins de 25 ans, eh bien, elle se trouve aujourd'hui accueillie comme compagne à la communauté de Bayonne. Pourquoi on fait ça? Parce que déjà, il y a une réalité humaine qui nous impose, au nom de l'histoire de notre mouvement, au nom d'Emmaüs, au nom des valeurs portées par ce mouvement depuis 75 ans, au nom du message porté, incarné par l'abbé Pierre, ben de mettre, je veux dire, la légitimité avant la légalité. Une des grandes leçons de l'abbé Pierre, c'était de dire la légalité, les tampons, les signatures, vous pouvez essayer de les avoir, mais la priorité, c'est la légitimité d'une demande. Une famille veut un toit,
pour vivre dans la dignité, tu crées le toit. Tu mets un toit sur la famille. Après, tu vois, avec les autorités, les signatures, tout ça, les tampons, après. Donc la légitimité, dans les cas dont je vous parlais, c'est effectivement des gens qui sont en danger, et particulièrement en danger de mort, on réagit instantanément. On dit, viens, ouvre, on t'ouvre la porte. Voilà. Donc ça, c'est la liberté que l'on a, mais c'est une liberté aussi qu'on doit assumer à tout niveau. Par exemple, ces personnes-là, celles qui ne sont pas françaises, pas européennes, j'ai pas d'aide de l'État. J'ai des aides pour l'accueil des femmes détenues, j'ai dire, françaises, et je vais parler chiffres de suite. Vous savez combien coûte une place de prison par personne aujourd'hui, que l'on paie avec nos impôts? 105 € par jour et par personne. 105 €. Prix moyen. Je reçois de la même administration, pour les mêmes personnes détenues, 45 € par jour. C'est-à-dire que pour maintenir dans l'oisiveté, dans un lieu de violence qui est connu et reconnu comme la prison, on est tous responsables, c'est avec nos impôts, de payer 105 € par jour et par personne. Mais pour les mêmes personnes, dans un lieu comme le nôtre, où on les remet dans une énergie de vie, dans le respect, dans le travail, on reçoit 45 €. Vous pouvez comprendre quelque chose. Après, il faut dire aussi qu'il y a une chose qui est importante, qui vient de l'État, mais bon, ça n'arrive pas à 105 €, c'est qu'on reçoit des subsides du ministère du Travail pour payer les contrats de ces femmes détenues qui, lorsqu'elles travaillaient en prison et échappaient aux règles du droit du travail, chez nous, évidemment, sont salariés comme tous salariés de notre pays. L'état de droit s'impose, évidemment, à tout niveau de la résistance à la ferme Emmaüs Bodon. Et donc, elles bénéficient du droit du travail. Pour la petite histoire, il y a 2 semaines, j'ai fait venir des syndicalistes, et sur leur temps de travail, ils ont eu 1 heure consacrée à l'explication de ce qu'est le droit de grève. Alors certains ont dit, ah ça y est, Mosca ça lui reprend, il va inciter les détenus travailleurs chez lui à faire grève. Ce n'est pas le cas. Et je considère que ces femmes qui ont vocation à retrouver la société, dans quelques mois, 1 an, 2 ans maximum, eh bien, leur corpus, j'allais dire, de citoyennes est composé aussi de la connaissance du droit du travail, dans lequel il y a évidemment le droit de grève. Donc c'est dans cet esprit-là que j'ai organisé cette rencontre entre 3 syndicalistes et les dames que nous accueillons. Et d'ailleurs, pour la semaine dernière, pour la petite histoire, il y avait la fameuse, le 8 mars, la journée de lutte des femmes. Il y avait une de nos résidentes qui s'est mise en grève, qui a assumé, donc évidemment, elle savait que le droit de grève, c'était autant d'euros qu'elle n'aurait pas à la fin du mois. Elle l'a fait en conscience et j'ai trouvé ça assez remarquable. Et je veux dire que ça doit être unique dans l'histoire pénitentiaire française qu'une femme salariée se mette en grève, et ça a été fait chez nous. Et c'est quelque chose que j'ai vécu de façon tout à fait radieuse. Voilà. Donc, le droit du travail, le financement des contrats de travail, contrat de 26 heures pour chacune des femmes, payées au SMIC, ça représente un petit peu 1 000 € aujourd'hui en net, desquels j'enlève 280 € pour le loyer, parce qu'elles ont chacune une chambre, chacune est nourrie 3 fois par jour, et il y a les accompagnements que l'on fait aussi pour aller voir un médecin, pour aller à une activité culturelle, aller voir faire du yoga, etc., etc. Donc tout ceci, ça représente 280 € que l'on retire du salaire de ces femmes. Le reste, elles en ont totale liberté, évidemment. Et voilà, cet argent, ce n'est pas uniquement pour qu'elles en profitent, c'est aussi pour certaines d'entre elles la possibilité et leur devoir qu'elles ont de rembourser, par exemple, les douanes, mais aussi rembourser les victimes, lorsque victime il y a. Donc là aussi, c'est quelque chose d'important. Certains se disent comment ça se fait,
elles sont en prison, elles ont le SMIC, tout ça, oui, oui, mais il ne faut pas oublier que ça a pour conséquence aussi, j'ai dit heureuse, qu'elles puissent rembourser ce qui, par décision de justice, a été donc de payer les victimes ou les frais de justice. Voilà, donc voilà pour ce qui est de la dimension économique. Cette année, la ferme Emmaüs Baudonne, ça représente en fonctionnement à peu près 600 000 euros. 600 000 euros. Je dois chercher 40% de cet argent-là auprès des fondations. Je passe un temps incalculable à chercher des fonds auprès des fondations. En ayant conscience que il n'est pas acceptable, je le dis, et j'ai encore rappelé à la préfète des Landes il y a cela quelques semaines, que je ne comprends pas cette aberration qui représente que quand on met des gens, quand on les remet debout et en marche, on est 45 €, alors que pour les briser, et aujourd'hui personne au sein de l'État ne conteste que la prison en France est contre-productive et socialement dangereuse. Socialement dangereux. On nourrit, et je dis on, parce qu'on est tous co-responsables. Je vous ai dit que par nos impôts, nous finançons toutes les administrations, dont l'administration pénitentiaire, et on sait aujourd'hui comment elle fonctionne, cette administration-là. Il faut rappeler aussi que toute décision de justice rendue dans la totalité des tribunaux de la République quotidiennement, ces décisions de justice qui sont rendues en notre nom, au nom du peuple français. Donc, à ces deux niveaux, nous avons, toutes et tous, ici, une co-responsabilité dans ce qui se passe dans les prisons françaises. Et je le répète aussi, aujourd'hui, nul ne conteste que c'est un chaos. Un chaos. Les prisons françaises dégueulent, excusez-moi le terme, dégueulent chaque jour des personnes qui sont inaptes à vivre dans les règles, dans le respect des règles de la République, et j'allais dire, et pour beaucoup, inaptes à respecter les liens de fraternité, de sororité, qui doivent prévaloir dans toute communauté humaine. C'est ça la réalité. Voilà. C'est ça. On a aussi notre spécificité à ferme Emmaüs Baudonne. On est unique en France parce que nous sommes le seul établissement agréé par le ministère de la Justice pour recevoir des personnes transgenres. Il y a dans les prisons françaises, bon an, mal an, une quarantaine de transgenres incarcérés. Dans les quartiers hommes, on ne reconnaît pas l'identité de ces personnes comme femmes. Elles sont donc à l'isolement, parce qu'il faut les protéger des violences, etc., etc. Donc elles sont à l'isolement, des mois, des années. Et il se trouve que chez nous, j'ai, face au portrait de l'abbé Pierre, si certains d'entre vous viennent un jour dans notre ferme, dans le couloir central, d'un côté il y a l'abbé Pierre, et de l'autre, posant l'agrément de la ferme pour recevoir des personnes transgenres. C'est-à-dire que le même ministère ne reconnaît pas l'identité de femme à ces personnes, les maintient dans les quartiers hommes. Par contre, ces mêmes personnes peuvent venir dans un lieu consacré aux femmes détenues. Et quand Dupond-Moretti, garde des Sceaux de son État, est venu il y a 14 mois dans notre établissement pour une visite officielle, il a dit « Monsieur Mosca, ce que vous faites, c'est une révolution culturelle. » Révolution culturelle. Après 200 ans de maltraitance de cette catégorie de personnes, aujourd'hui, eh bien, on reconnaît, avec le ministère de la Justice, avec sa signature, l'identité de femme à ces personnes-là. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. En janvier, j'ai renvoyé 2 femmes en prison. L'an dernier, une femme. Cette année, j'ai commencé fort. Janvier, je renvoie 2 femmes derrière les barreaux. Ces femmes se trouvent à la prison de Pau, parce que c'est l'établissement accueillant des femmes le plus proche de chez nous. Donc, je veux dire, légalement, quand je les renvoie en prison, elles atterrissent ici. Et dans les 2 que j'ai renvoyés derrière les barreaux cette année, il y avait une transgenre. Elles s'étaient bagarrées, les 2. Et pour moi, la ligne rouge, c'est la violence physique. Je n'accepte pas, elles le savent, violence physique, c'est retour à la case prison. Il se trouve que cette personne est revenue, est arrivée plutôt à la prison de Pau,
et les fonctionnaires, hommes, ont fouillé 2 personnes, y compris la transgenre. Transgenre qui, officiellement, est une dame. Elle n'a pas fait sa transition encore physique, elle est en cours de transition, et officiellement, administrativement, c'est une dame. Déjà, un tribunal de la République a reconnu l'identité de femme à cette personne. Eh bien, la maison d'arrêt de Pau, eh bien, ce sont des hommes qui l'ont fouillé. Et évidemment, elle ne s'est pas laissée faire. Elle a bousculé 3 fonctionnaires. Et 3 fonctionnaires qui ont porté plainte. Et il y a de cela 3 semaines, cette personne a eu, au tribunal de Pau, 10 mois de prison en plus, pour violence contre agents de la fonction publique. Voilà. En 2023, on est encore dans ce type de situation. C'est vrai qu'on a alerté la juge d'application des peines de Dax, dont on répond, qui a pris langue avec le directeur de la prison de Pau, qui a reconnu les faits et qui a reconnu que la question des transgenres dans les prisons françaises, c'est un magma de manque de clarté, de textes qui louvoient, etc., et qui font en fin de compte qu'il y a des incidents de ce type-là qui se produisent en 2023. Voilà. Voilà un petit peu ce que... Après, si vous avez des questions, je répondrai avec plaisir. Je finirai mon intervention sur une question qui me ramène à vous, qui me ramène à ce lieu. J'ai eu 10 procès dans ma vie, entre les assises spéciales à Paris, les correctionnelles, etc., etc. Une fois, devant les assises spéciales dites antiterroristes de Paris, j'ai un avocat général qui se lève et qui me dit « Mais, monsieur Mouesca, vous êtes chrétien, nous avons des témoignages, enquête de personnalité, vous avez toujours été dans le monde chrétien, vous avez une vie familiale, engagé auprès des paroisses où vous avez vécu, vous avez été scout de France, tout ça, vous avez été zone nourrie des côtes, tout ça, mais comment vous pouvez justifier que vous vous dites chrétien en ayant commis des violences au sein de l'organisation de Paritas? Je lui dis, si le Christ était là aujourd'hui, dans cette salle, je ne pense pas qu'il serait à votre place. Je pense qu'il aurait été derrière la vitre, derrière laquelle vous me mettez. Moi et mes camarades, on était plusieurs Basques jugés. Bon, ça a amené ce monsieur à en tout cas, ne pas avoir d'autres questions sur le sujet, ne pas oser aller plus en avant sur cette question qui pensait être une contradiction dans mon cursus. Mais c'est pour vous dire que si je ne renie en rien mes engagements de jeunesse, je les explique par un contexte dans lequel nous sommes tous plus ou moins responsables. Aujourd'hui, je contribue aux efforts de paix au Pays Basque. Je travaille avec des gens qui ont des responsabilités nationales, sénateurs, députés, des gens qui ont aujourd'hui un certain âge, et qui étaient déjà en fonction lorsqu'on était dans une dynamique de guerre, dans une dynamique de conflit au Pays Basque. Nous avons reconnu notre responsabilité en tant que Basques. Nous avons reconnu les conséquences négatives de notre engagement, des violences, de la douleur provoquée. Nous l'avons fait individuellement et collectivement. À ce jour, au jour où je vous parle, je n'ai jamais entendu, vous entendez bien, et j'ai eu des dizaines et des dizaines d'heures de réunions avec ces gens-là, je n'ai jamais entendu l'un d'entre eux reconnaître la moindre responsabilité dans les logiques de conflit auxquels ils ont participé il y a de cela quelques décennies. Voilà. Vous parlez de la paix, on dit toujours, pour construire la paix, il faut être deux. En tout cas, il faut que tous les acteurs du conflit mettent les compteurs à zéro, de façon un petit peu imagée de parler, mais il faut être... tous les participants à l'énergie de guerre doivent reconnaître leurs responsabilités aussi, leur acte passé, doivent contribuer à l'écriture des années de conflit
pour passer à autre chose, je suis au regret aujourd'hui de dire que des acteurs du conflit d'hier, il n'y a qu'une partie, la nôtre, nous Basques, qui avons reconnu, qui continuons à reconnaître notre part de responsabilité et des conséquences de nos engagements. Voilà. Donc, je ne regrette absolument pas ce que nous sommes en train de construire aujourd'hui. Je pense même que malheureusement, en tant que chrétien, je l'ai dit plus d'une fois, nous avons aujourd'hui la chance de rentrer dans une page d'histoire au Pays Basque où on construit la paix. Hein, pas beaucoup de peuples, de nations qui, à un temps donné, ont cette chance-là. Hein, peut-être dans un sens, heureusement pour eux, mais en tout cas, nous sommes dans cette phase d'histoire. Mais je dis, la paix ne sera définitive, ou avec un P majuscule, que lorsque la dynamique de paix aura irradié la totalité de notre société. Dans les familles, dans les couples, dans l'entreprise, dans nos municipalités. Tout ce qui est facteur de division, tout ce qui est facteur de rupture, aujourd'hui, au travers de la logique de paix dans laquelle on est sur le plan politique au Pays Basque, je dis, si on s'arrête là, on est au milieu du gué. Au milieu du gué. Allons plus loin. C'est ainsi que je suis membre d'un mouvement qui est un mouvement chrétien au Pays Basque, qui s'appelle Atxik-Berrituz, qui s'est engagé dans le processus de paix et qui faisant un travail, on fait des soirées régulières dans des paroisses du Pays Basque, où on invite des gens concernés ou pas par le conflit d'hier, ou simplement des paroissiens et paroissiennes, pour leur dire, on est dans une phase où il faut aller encore plus loin. La paix, ce n'est pas simplement la résolution d'un conflit vieux de 60 ans au Pays Basque, un conflit de nature politique, non. La paix, elle doit être dans tous les secteurs de la vie. Mais force est de constater qu'on est loin du compte, et je pense que même l'Église du Pays Basque, à part quelques individualités, ne s'inscrit pas dans cet effort collectif au service de la paix. Voilà. Et je le dis avec grande tristesse, parce que je suis chrétien, je suis membre de notre Église, membre à part entière, mais je considère que le diocèse du Pays Basque, le diocèse dans lequel nous partageons, aussi avec le Béarn, n'est pas au rendez-vous de l'histoire. Au rendez-vous de l'histoire. Et j'en suis extrêmement attristé. Voilà. Bien. Je vous passe la parole. Sachez...